Allez, première FAQ, je vais y aller. Bonjour, soyez bienvenus à toute nouvelle vidéo du CVGVC. Donc aujourd'hui, vous vous doutez bien, c'est un FAQ, ça veut dire que je répondrai à des questions. Mais pour l'instant, je n'ai reçu que 3 questions seulement, ce qui est un peu dommage. Et que, franchement, voilà, après, il y aura peut-être d'autres FAQ, comme l'un, c'est un peu avant le top 13 des pires films que j'ai vus, et un autre qui sera à la fin de la première saison. Je pense que c'est après la critique du jeu Catherine, donc voilà. Maintenant, passons aux questions. Donc allez, première question. C'est le premier. Il y en a deux que c'est un seul, c'est Guigui Utok qui m'a demandé. Première question. Quel est le film qui t'a plus marqué? Ben, de manière générale, il y a beaucoup de films qui m'ont marqué. Il y en a que c'était par exemple les classiques Disney, comme par exemple Blanche-Neige chez les 7 nains, Cendrillon, même les Tarzan, même Tarzan aussi. Mais aussi comme film live, ceux qui m'ont beaucoup surpris, il y a eu par exemple il y a eu Titanic, il y a eu Avatar, il y a eu également il y a eu aussi également par exemple quoique je me souviens encore, peut-être Pokémon le film, il y a eu mais bon, celui qui m'a le plus marqué, si je devais dire un film en particulier, ce serait Highlander, la soif de vengeance. En fait, je me trompe, il y a 2 films qui m'ont beaucoup marqué, c'est Highlander, la soif de vengeance, et Highlander, le premier film, que j'ai déjà critiqué dans ma première vidéo. Je compte peut-être refaire cette vidéo, parce que quand même, je trouve que là, j'étais vraiment très bloqué dans ce film. Mais bon, voilà. Pourquoi je dis Highlander au premier nom? Déjà parce que, je vous l'ai dit, c'est un excellent film, c'est un film culte. Et Highlander Soif de Vengeance, c'est un manga qui s'inspire du film original. Et niveau mise en scène, niveau animation, niveau combat, niveau tout ce qui se passe dans ce film est juste excellent. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'est pas resté longtemps dans les mémoires. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est quand même l'un des seuls films de la saga Highlander qui reste très bon, même s'il n'appartient pas vraiment à la saga originale. Voilà, cette question, c'est fait. La deuxième question de Guigui Utok, c'est: est-ce que tu as déjà pleuré devant un film triste? De manière générale, c'est un peu comme tout le monde. Quand j'ai vu Titanic, j'ai pleuré. Quand j'ai vu Le Géant de Fer, qui est un film d'animation, j'ai pleuré. Quand j'ai vu Mr. Nobody, j'ai pleuré aussi. Bref. Et ceux qui sont derrière la caméra, qui disent que les mecs ne peuvent pas pleurer, on est humain, ok? Qu'on pleure, c'est humain, c'est naturel. Ce n'est pas parce qu'on est bébé, les seules personnes qui pleurent sont des bébés, c'est tout. Bon voilà. Mais si je devais dire celui qui m'a vraiment le plus pleuré devant un film triste, ce serait l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Enfin, même si c'est pas un grand film en général, déjà il a la présence d'un acteur talentueux, Brad Pitt, et aussi dans la production on a Brad Pitt, et en plus on a Ridley Scott et Tony Scott. Et franchement, pour Tony Scott, paix à son âme. Je vais quand même prendre une petite minute de silence pour penser à ce mec. Bon ok, voilà, la minute elle est terminée. Mais bon, reparlons encore sur l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, parce que je n'y ai pas totalement parlé. Enfin, à part la présence de Brad Pitt, de Ridley Scott et de Tony Scott, dans la production, on peut quand même noter que déjà, niveau scénario, c'est excellent. C'est surtout la musique qui est excellente, parce que franchement, le moment où j'ai vraiment pleuré dans ce film, c'est lorsque Jesse James se fait tuer, quoi. Le niveau
la tonation que donne la musique durant cette scène, elle est juste incroyable. Et, euh, et ensuite, toujours après l'histoire de Robert Ford, après la mort de Jesse James, jusqu'à son destin tragique, à la scène finale, juste avant le générique. Moi, voilà, si je devais dire hein, le film qui m'a le plus pleuré durant toute ma vie, enfin pas vraiment toute ma vie, mais pendant cette partie de ma vie, ce serait l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Franchement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le voir. Enfin, il a été un échec au box-office, mais je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est magnifique. Enfin, c'est un western, mais voilà, il est quand même excellent. Donc voilà, les questions pour Geeky Talk, c'est fait. Troisième et dernière question, c'est de Mister Kamescope, qui s'est aussi abonné à la chaîne. Comment t'es venue l'idée du CVGBC? Bah, de manière générale, c'est comme dire cette question, c'est comme si tu me demandais c'était quoi les origines du CVGBC, qu'est-ce qui t'a motivé pour le faire? Bah, eh bien, au départ, quand je me suis abonné à YouTube, c'était normalement pour faire des commentaires, et c'est là que j'ai rencontré des nouveaux abonnés, parce que je connaissais déjà Elvis Grandier, juste avant d'être abonné, Matt Data Critique, je connaissais... qui d'autre? Je connaissais Nostalgia Critique, je connaissais l'Angry Video Game Nerd, James Rolfe si vous voulez. Je connaissais Mister Mea aussi, il y a eu Bloody, The Story of Video Game, et Maître Flob aussi. Et ensuite, au moment où je suis abonné et que je commençais à faire des commentaires, j'ai connu l'Anthony Snaraté, j'ai connu le Ciné Alex, j'ai connu la Chronique d'Aaron qui a commencé très récemment, qui venait juste de commencer. Il y avait également aussi, si je n'abuse pas, Fallout Muse qui fait des vidéos, sur François Pérusse, c'est en utilisant de l'animation. Pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous conseille d'aller les voir. Et ensuite, et c'est au moment où j'ai découvert la chaîne du Joueur de Grenier, qui est pourtant très connue. Enfin, j'en avais entendu parler, mais j'étais pas encore allé visiter sa chaîne. Et franchement, si je devais dire le mec qui m'a vraiment plus motivé pour faire le CVGBC, ça aurait été le Joueur du Grenier et l'Anthony Serraté. Déjà les deux, ils font eux deux un travail remarquable, rien que pour les critiques et aussi pour leur mise en scène. Enfin, plus le Joueur du Grenier que l'Anthony Serraté, mais d'un côté c'est à peu près normal vu la qualité d'image, la différence de la qualité d'image entre les deux. Ensuite, ça m'a venu l'idée de me dire, j'aime les films, j'aime les jeux vidéo. Je pense que je pourrais peut-être donner mon avis en faisant une chaîne qui ressemblerait des critiques de films et des critiques de jeux vidéo. Et c'est là que la base va se faire. Mais bon, ensuite après c'était trouver un titre. Enfin, le titre c'était pas vraiment évident. Il fallait dire, est-ce que mon titre, je devais l'appeler normalement le CBJV. Non, c'est le CBCJV, ça veut dire le cinéma belge de cinéma et de jeux vidéo, le critique belge de cinéma et de jeux vidéo, mais ce qui n'est pas évident. Donc finalement j'ai voulu trouver un mot plus simple, je me suis appelé donc Cinéma and Video Game Belgian Critique, c'est en anglais, c'est beaucoup plus court, et on a abrégé le CVGBC. Et ensuite j'ai voulu commencer par Highlander, c'est le premier film que j'ai commencé. Donc voilà. Voilà pourquoi le CVGBC il a pris forme. En fait, ce qui m'a donné l'idée de faire le CVGBC, c'est un peu grâce au travail remarquable que j'ai ressenti lorsque j'ai découvert l'Anthony Snaraté et le Joueur du Grenier. Voilà. Sinon, voilà. C'est vrai que je viens vous dire, ce CVGBC n'est pas vraiment quelque chose de très original sous la forme. La façon dont je suis assis, ça vient de Nostalgia Critique. Les blagues un peu décalé de ce genre, c'est l'Anthony Snaraté, le Nostalgia Critique. Le fait que je critique des jeux vidéo et que souvent je gueule un petit peu, c'est le genre de Grenier ou l'Angry Game Nerd. Bref, vous voyez quoi, ou encore le côté sous le box-office et les critiques des autres, ça c'est Matt Data Critique, mais après voilà,
moi je suis quand même ma propre route, même si j'ai rien d'original sous la forme. Donc voilà, la réponse pour cette troisième question est faite. Mais ça aurait été un peu trop rapide si je terminais le FAQ maintenant. Pour ce FAQ, je vais quand même vous dire quels sont pour moi mon top 10 de l'année 2012. Enfin, je l'ai fait un peu trop tard, c'est vrai, mais d'un côté, ça me permet aussi de dire quand même mon avis sur ce truc. La chronique d'Aaron l'a déjà parlé, il a dit qu'il y avait Clo-Clo, il y avait le Territoire des Loups, il y avait John Carter, il y avait aussi Le Hobbit, et parmi les pires films, il y avait Resident Evil, il y avait Total Recall. Enfin, je suis pas vraiment d'accord avec lui que ce soit un très mauvais film, mais après c'est son classement. Donc voilà, pour le cinquième place, je risque de me faire des ennemis, ça c'est sûr. Il y en a devant vous, derrière la caméra, qui vont dire ceci. Quoi? Mais voilà, pour moi, dans ma cinquième place, dans le top 5 des meilleurs films de 2012, j'ai placé Total Recall, Mémoire programmée de Len Wiseman. Alors, tout ce qu'on a un peu pu dire sur Total Recall est en même temps vrai et faux. D'un côté, oui, il pompe des scènes venant du film original dont le personnage principal est joué par Arnold Schwarzenegger et qui est réalisé également par Paul Verhoeven, qui est un excellent réalisateur. Mais d'un côté, ce film, il est plus fidèle, il n'essaye pas d'être fidèle au film original, il essaye d'être fidèle au support d'origine qui est le roman Souvenir à vendre, qui est la base de Total Recall. Donc, moi je suis désolé, pour moi, c'est pas vraiment un remake foiré. Oui, ok, ça pompe un peu certaines idées venant du premier film, mais ça veut pas dire qu'il est complètement foiré. Pour moi, c'est plus un film popcorn. Ça veut dire que vous le regardez, vous vous amusez et après vous l'oubliez. Voilà. Pour les puristes, vous allez vous dire, ils ont rien compris, mais on a quand même passé un petit moment. Mais Len Wiseman, d'un côté, c'est un peu comme son Die Hard 4. Pour moi, le Die Hard 4, même s'il y a des scènes un peu stupides, il reste divertissant. C'est pas comme ce Die Hard 5 de mes couilles qui est réalisé par John Moore, que lui, il se fout complètement de votre gueule, voilà. Et sachez qu'après ce FAQ, c'est sur ce film que je vais commencer la prochaine critique. Donc voilà. Donc voilà, pour moi, Total Recall, Mémoire programmée, c'est un bon film. Réalisation fluide, des acteurs qui jouent super bien, scénario, ouais. Et ensuite, enfin, un petit divertissement comme ça. Pas le pire, pas le meilleur film 2012, loin de là. Donc, quatrième place pour le top 5 des bons films 2012. Bah là, je crois qu'il y aura des gens qui seront quand même contents derrière. C'est John Carter. Franchement, pour moi, l'échec au box-office de John Carter, c'est vraiment le truc qui m'a foutu les boules, quoi. John Carter, c'est pas un si mauvais film que ça, quoi. Tout ça, c'est la faute de Disney. Il n'avait qu'à pas saccager le film. Et aussi à ne pas racheter Lucasfilm pour faire Star Wars. Pour moi, Star Wars, si je devais faire un autre opus de la saga, ce serait entre la prélogie et la trilogie originale. Ça veut dire comme The Force Unleashed. Je crois que je l'ai ici. Attendez un peu. Voilà. Comme celui-ci, Star Wars The Force Unleashed, ça aurait pu être un truc de ce genre, mais non, Disney il a voulu s'attarder à faire une suite. Je sais pas comment ils vont faire la suite, mais franchement, dire qu'ils vont reprendre tous les vieux acteurs de la trilogie originale, franchement, je vois très mal la suite, même si c'est J.J. Abrams qui va réaliser le film. Donc voilà, revenons à John Carter. John Carter, déjà, c'est pas vraiment un film d'action, c'est plus un film intimiste. Oui, il y a des séquences d'action que je trouvais pas mal. La chorégraphie des combats est juste exceptionnelle. Mais voilà, sinon, c'est pas un film d'action popcorn que vous aurez vu. Vous voyez dans beaucoup de cinéma. Donc voilà. John Carter, elle a été considéré comme étant un plagiat de Star Wars. Au cas où vous ne le savez pas, la base de John Carter existait déjà avant le concept de Star Wars, savez-vous.
John Carter a été le précurseur de tous les romans et histoires de science-fiction. Ça vient de la saga de Mars ou de son chef-d'œuvre, La Princesse de Mars, donc, qui est la base de John Carter et qui, franchement, je pense qu'ils auraient dû faire une suite à John Carter parce que vu comment ça se termine et vu l'univers étendu de ce personnage, franchement, je ne demande qu'en plus. Moi, voilà, John Carter il est quatrième place parce que il devait être troisième et j'ai trouvé un film un peu meilleur mais qui malheureusement est très loin d'être le premier. Donc voilà, pour moi John Carter c'est un bon film qui est super avec une réalisation très bien bonne. Déjà que c'est le réalisateur de Wall-E et du Monde Nemo, donc là je suis content. Et aussi l'histoire elle est sympa, les acteurs jouent bien et les effets spéciaux sont exceptionnels. Et le truc Disney a dit que c'était un ratage artistique, et bien n'y croyez surtout pas parce que je vous l'ai dit, la réalisation elle est super bonne. Donc, troisième place, les Avengers. Donc oui, pour moi, Avengers, c'est vraiment l'autre exemple de film popcorn qu'on a eu vers fin d'année 2012. Enfin, l'été 2012, je veux dire. Déjà, les Avengers, ils regroupent plusieurs super-héros que j'aime bien. Il y a Captain America, il y a Iron Man, il y a Hulk, il y a Thor, bref, vous savez quoi. Donc, ici, franchement, lorsque j'ai vu ce film, mais ça m'a vraiment captivé. Niveau réalisation qui est super bonne, les acteurs qui jouent bien, le scénario que je trouve qui aurait pu être meilleur si c'était pas un déluge d'effets spéciaux et de scènes d'action. Bon, après c'est mon avis. Et aussi que par exemple le combat final entre Loki et les Avengers aurait pu être beaucoup plus épique, quoi, parce qu'ici c'était beaucoup trop rapide. C'est juste Hulk qui arrive, il défonce Loki et voilà, c'est fini pour lui. Donc voilà, je trouvais ça quand même un peu dommage. Mais sinon Avengers reste quand même assez divertissant. Je voulais quand même revenir sur l'avis que le daron a dit. Avengers c'est un bon film, mais d'un côté c'est pas le meilleur film de super-héros. Ceux qui pensent ça veut dire que franchement je comprends pas. Ça veut dire que ce film est votre idole, c'est votre dieu et que si on dit quelque chose de mauvais sous lui, ça veut dire qu'on est des traîtres, qu'on est des parjures, voilà. Mais je suis désolé, on a chacun notre avis. Après, si vous n'êtes pas content que les Avengers n'est pas le premier ou le deuxième, sachez que c'est mon classement. Que ce soit pour le top 5 des meilleurs films ou des pires films, c'est mon classement. Idem comme avait dit le daron. C'est son classement. Donc on ne peut pas envoyer des insultes comme ça juste pour le plaisir d'être aussi con. Donc voilà. Sinon de manière générale, je reviens. Avengers, ça reste très bon. Il faut quand même voir. C'est plus voir entre potes que seul. Parce que sinon, voilà. Deuxième place du top 5 des bons films 2012. Ah, et là, je crois que l'Anthony Saraté va être peut-être content. C'est The Dark Knight Rises. Alors, The Dark Knight Rises, déjà, c'est vraiment une très bonne conclusion à la saga Batman qui a été initiée par Christopher Nolan, enfin la trilogie. Déjà, comme je l'ai dit dans ma critique, le personnage qui m'a vraiment le plus bluffé dans tout le film, c'est Bane. Parce que franchement, moi je me souviens, j'avais connu Bane, c'était dans le dessin animé et aussi dans le pourrave Batman et Robin. Et franchement, dans Batman et Robin, je sais pas à quoi il sert ici, il ne sert presque quasi à rien. Et on dirait plus un catcheur américain homosexuel plutôt qu'un gros malabar qui casse la colonne vertébrale à Batman dans Nightfall. Donc voilà. Et sinon voilà, le film, il a une réalisation qui est certes en même temps nette, mais d'un côté il aurait pu être meilleur parce que moi je vous le dis, pour moi le meilleur Batman c'est The Dark Knight. Donc on peut dire ce qu'on veut de Dark Knight Rises. Pour moi, The Dark Knight, c'est le meilleur film Batman de tous les temps. Avec le premier film Batman de Tim Burton. Donc voilà. Sinon, s'il faut dire des acteurs, ils sont super. Moi, je dis, de manière générale, ils sont super.
Mais si vous revenez un peu sur mon coup de gueule à propos de la plainte de Éric Judor et de Marion Cotillard, vous savez que Marion Cotillard, elle joue comme une godasse dans presque tout le film, ce qui est juste incroyable. Moi qui franchement, je l'aimais bien dans La Môme, je l'ai aimé dans Inception et je l'ai aimé dans un film plus récent de Rouille et d'Os, franchement dans ce film, elle fait moins que le minimum, à croire que elle le fait quasiment exprès. Et déjà que sa mort, la scène finale où elle meurt, où on la voit et qu'elle meurt, franchement, moi je considère cette mort comme l'une des morts les plus stupides et les plus ratées de l'histoire du cinéma. Parce qu'on n'a pas pu faire pire, franchement. Vous pouvez dire n'importe quoi sur cette scène où elle meurt, qu'elle ait un Oscar ou quoi, mais pour moi, cette mort, elle est ratée, c'est tout. Et après, qu'elle ne va pas pleurnicher parce que c'est à cause de Christopher Nolan. Je suis désolé, Marion Cotillard. Si la mort, elle est foirée, c'est ta faute. Tu n'avais qu'à bien jouer et être convaincu dans ce que tu fais. Déjà que Dark Knight Rises, c'est l'un des meilleurs films de 2012. Alors, il n'y avait aucune raison de jouer comme ça, donc si t'es pas contente, alors va te faire foutre, mais ne viens pas pleurer pour une autre plainte. Donc voilà. Mais sinon, les effets spéciaux, ben, ça reste quand même, ça reste sympa. Pour moi, c'est l'un des gros points positifs du film. Les scènes, enfin, après, ça c'est un petit détail, le fait que Batman vient un peu plus tard dans le film, et ça, je pense que c'est ce que le réalisateur a voulu donner, donc ça veut dire que c'est un peu le principe du film. Et la scène finale, je crois que je l'ai déjà expliqué dans la critique, c'est sûrement le truc le plus merveilleux que j'ai vu. Donc voilà, pour moi Dark Knight Rises, c'est un très bon film. Il faut le voir, franchement, si vous êtes fan de Batman et super-héros, franchement regardez-le, c'est un excellent film. Si vous ne l'avez pas vu, ça veut dire que vous avez presque vécu votre vie pour rien, et honte à vous. Il faut au moins le voir une fois pour le voir, croire. Et enfin, la première place du bon film de 2012, de mon top 5. Et je sais un peu la même chose que le daron, mais d'un côté, je ne peux m'en empêcher, c'est Le Hobbit, un voyage inattendu. Franchement, pour moi, tout est dit. Le Hobbit, c'est un grand film. Franchement, je comprends pas pourquoi la presse française a été mitigée sur ce film et qu'il a été excellente sur une bouse pareille qui est Twilight 5. Là, franchement, je ne comprends pas. Le Hobbit, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mitigé. La réalisation, elle est toujours bonne. Les acteurs sont excellents. Les effets spéciaux sont juste exceptionnels, tout comme dans la saga Le Seigneur des Anneaux. Et en plus, le scénario, il reste quand même assez intéressant. Après, je sais, il y en a dans ma classe, je me souviens, ils disaient que ce film, il était décevant parce que c'était trop puéril et parce que la fin du film est nulle avec ce dragon qui sort de l'or de la montagne des Rébors et qui ouvre son œil et puis voilà. Je suis désolé, mais pour moi, le fait que ça se termine comme ça avec le dragon qui ouvre l'œil, ça donne lieu à une suite. Déjà que le Hobbit, Peter Jackson l'a dit, il va faire une trilogie sur le Hobbit comme il a fait sur le Seigneur des Anneaux. Déjà, le fait qu'il soit trop péril, je vais vous dire un truc. Le Hobbit, c'est le premier livre de l'univers de la Terre du Milieu qui a été écrit par Tolkien au départ. Tolkien, lui, il avait écrit ce film, c'était pour un peu comme un conte pour enfants. Et ensuite, il a voulu agrandir plus l'univers de Bilbo le Hobbit, et c'est là qu'il a créé le Seigneur des Anneaux. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes pour le film, ça c'est sûr. Mais après, qu'on ne crie pas au scandale juste parce que la fin, il donne lieu à une suite et parce que c'est trop puéril. Si c'est puéril, c'est dans l'esprit du roman ou c'est parce que Peter Jackson a voulu que ce soit comme ça. Donc voilà. Voilà, pour moi, le Hobbit, c'est vraiment le chef-d'œuvre de l'année 2012. Il faut le voir si vous ne l'avez pas vu. Je pense qu'il est toujours au cinéma. Je viens d'apercevoir sur un site qu'il a atteint le milliard de dollars, ce qui est quand même, et ce que je trouve, il le mérite amplement, tout comme Skyfall surtout. Donc voilà, pour moi, le Hobbit, c'est un très bon film, un chef-d'œuvre, qu'il faut le voir. Maintenant, revenons au top 5 des pires films
de 2012. Parce que je vous jure que il y a eu beaucoup des boosts en 2012 que je n'ai pas vu malheureusement, heureusement, mais que j'en ai retenu 5. Mais 5 qui sont ignobles, mais de manière exceptionnelle, c'est incroyable. Donc voilà, je commence ce top 5 des pires films 2012 en 5ème place. Et il y en aura des très contents. Silent Hill, Révélation. Franchement, ce film, moi qui aimais le premier Silent Hill de Christophe Gans, il n'était pas exceptionnel, mais il restait quand même proche du jeu vidéo. Pour moi, c'est l'une des meilleures adaptations d'un jeu vidéo au cinéma. Donc, ici, ce deuxième volet, moi j'avais un peu d'espoir pour ce film, parce que je l'ai dit, s'il faisait une trilogie sur Silent Hill ou sur une saga complète de Silent Hill, ça aurait pu rivaliser avec Resident Evil et il aurait pu être excellente. Ben non, ici dans Silent Hill Révélation, tous les espoirs que j'avais eus sont foirés. La réalisation, elle est timide mais de manière assez impressionnante. Et surtout la scène avec les lumières, que normalement ça fonctionne super bien dans les films d'horreur, ici c'est complètement foiré. C'est jour, nuit, jour, nuit. Bref, c'est à peu près comme ça, vous voyez. Jour, nuit, jour, nuit. Donc voilà, je suis désolé. On dirait le truc des visiteurs, quoi. Ils auraient pas pu ils auraient pu faire une bonne ambiance, même dans je sais pas moi, dans beaucoup de films, dans Paranormal Activity, il y avait une meilleure ambiance. Enfin, après, de manière générale, pour moi, Paranormal Activity, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Le premier, il est bien. Le 2, il m'a déçu parce que ça reste c'est trop ressemblant au premier. Le troisième, ça va, ça raconte les origines. Mais par contre, le quatrième qui est sorti, franchement, il faut l'oublier celui-là parce qu'il ne sert à rien. Silent Hill Révélation, vous savez, le truc qui est impressionnant dans le jeu vidéo, ce sont souvent les monstres. C'est un survival horror. Ici, les monstres dans Silent Hill Révélation, ils sont putain de ridicules. Et surtout l'araignée là, l'espèce d'araignée avec la tête là. Franchement, il faisait penser aux jouets mécaniques dans Toy Story, que dans celui-là, il me fait un peu plus peur. Franchement, même quand j'étais petit, il me faisait peur. Et surtout, le Pyramid Head, c'est le personnage le plus connu du jeu, et aussi, enfin le plus imposant, c'est le méchant principal de toute la saga du jeu vidéo. Ici, c'est quelqu'un qui fait tourner une foraine. Ouais, j'imagine un peu le truc comme foraine. Oh mon dieu, que je m'ennuie dans cette foraine, ça me fait chier. Tiens, il y a des gens là-bas. Oh non, je reste ici parce que je dois tourner ma foraine. C'est putain de ridicule, quoi. Le Pyramid Head qui tourne une foraine, mais c'est ridicule, quoi. Le Pyramid Head, c'est le mec qui vient avec son gros épée qui tue tous les intrus qui se trouvent à Silent Hill, voilà, quoi. Franchement, le combat final que je trouve aurait pu plus ou moins sauver le film, il est foiré, mais il est foiré. Enfin, l'Anthony Serraté dit qu'il est nul, mais moi je trouve qu'il est foiré. Il n'est pas nul, il est juste foiré. Foiré plus dans la mise en scène qu'autre chose. Franchement, le monstre qui a les épées à la place des mains, je sais pas, on dirait presque un sort de copie-collé du zombie avec les haches à la place des mains dans House of the Dead. Je sais pas ça. Ça me fait trop bizarre. Mais bon, après, faut dire ce qui est. Franchement, pour moi, les personnages sont pas intéressants. La réalisation, elle est timide. Les effets spéciaux sont. Ils auraient pu être bons, mais ils sont moches. L'histoire, c'est n'importe quoi. Même si le premier film, c'était aussi. Silent Hill, c'était aussi n'importe quoi, mais là, on pouvait quand même un peu s'amuser avec ce film. Alors que dans Silent Hill Révélation, voilà quoi. Déjà, le titre Révélation, il n'y a aucune révélation dans le film, je suis désolé. À quoi ça sert d'appeler révélation s'il n'y a pas de révélation? Donc voilà, pour moi Silent Hill, c'est une grosse déception. C'est pas le pire film, mais c'est pas non plus le meilleur, très loin de là. Quatrième place des pires films de l'année 2012, c'est Resident Evil Rétribution. Franchement, pour moi, la saga Resident Evil, il a été massacré de manière assez brutale à partir du deuxième film. Le premier, il était pas mal, enfin, quoique un peu différent, mais il était pas mal.
Le deuxième, j'ai aimé aussi, mais c'est à partir de ce moment que je me demande qu'est-ce qu'ont pris les gens qui ont travaillé dans ce film. Ok, la chorégraphie est pas mal, c'est ce qui sauve presque tous les films de Resident Evil, c'est la chorégraphie des combats. Mais voilà, il ne faut pas toujours se concentrer sur les combats ou sur un déluge d'effets spéciaux. Sinon, ça veut dire peut-être que Pearl Harbor, c'est le meilleur film de tous les temps. Alors que c'est pas vrai, je suis désolé. Moi je dis, pour Resident Evil Rétribution, enfin, c'est pas le pire film de la saga Resident Evil, parce que j'ai bien vu pire. Afterlife, c'est sûrement le pire, parce que Paul Wes Anderson, qui avait bien fait le premier film, là franchement, il a foiré complètement le quatrième volet. Franchement, des ralentis, toujours des ralentis, des scènes d'action à rajouter avec des ralentis. Mais c'est bien beau les ralentis, mais il faut pas mettre que ça. Sinon le spectateur, tu vas le perdre, sinon le public, tu vas le perdre quoi. Le seul combat que j'ai trouvé marrant en ralenti, c'est le combat entre Chris et sa sœur et Claire Redfield contre Wesker, Albert Wesker, et aussi le combat entre Claire Redfield et le bourreau, que c'est pour moi le seul meilleur combat de tout le film. Qui franchement, la ralenti va super bien sur cette scène, parce que s'ils avaient enlevé toutes les scènes ralenties et qu'ils n'ont gardé que sur le combat avec le bourreau et contre Albert Wesker, ça aurait suffi. Voilà. Quant à Resident Evil Rétribution, je vais revenir celui-là. Ici, c'est pas les ralentis qui m'ont fait chier, mais c'est la réalisation, la mise en scène. Les effets spéciaux, bon, ça sent le pixel à gerber. Niveau scène d'action, ok, il y a d'efforts, ok. Que la chorégraphie des combats est sympa, ok, ça reste fidèle un peu dans ce que propose Resident Evil, mais quand même, je suis désolé, mais niveau mise en scène, niveau histoire, mais ça reste le n'importe quoi. Et déjà, depuis le 2, on disait que Alice avait des super pouvoirs, mais ça pompe directement tout ce qu'il y avait dans les jeux, quoi. Les jeux, pour moi, je crois, pour moi et aussi pour vous, vous êtes d'accord. Les jeux sont excellents, les films live sont pourris, et les films dessins animés, à savoir Dégénération et Damnation, je vous dis, Dégénération, je l'ai trouvé un peu décevant. Je m'attendais à mieux, mais ça me faisait quand même un peu plaisir de voir Leon S. Kennedy, qui est le vrai personnage principal de la saga Resident Evil, et aussi Damnation, que c'est pour moi le meilleur film en dessin animé sur Resident Evil. Donc voilà. Le quatrième sur Resident Evil Rétribution, c'est du n'importe quoi. Je vous ne conseille pas de le voir, ni même de l'acheter, parce qu'il est sorti au DVD et j'ai pas envie de l'acheter. Alors, troisième place de mon top 5 des PGN 2012, eh bien, j'ai mis Battleship. Alors, tout ce qu'on dit sur Battleship, c'est vrai. Déjà, Battleship, quand on voit la bande-annonce, on ne s'attendait à pas grand-chose. On s'attendait à plus à un déluge d'effets spéciaux et un peu d'action pour couvrir la faiblesse du scénario. Mais sauf qu'ici, même les scènes d'action, même les effets spéciaux ne sont pas à la hauteur de cacher la misère qu'est le scénario de Battleship. Franchement, l'histoire, pour moi, il est bizarre, mais il aurait pu être quelque chose, quoi. Ce combat, une bataille navale entre des bateaux de guerre, des bateaux militaires contre de l'armée américaine contre des vaisseaux extraterrestres. Enfin, je m'attendais à pas grand chose, mais j'aurais pu attendre à quelque chose de meilleur. Voilà, ce film, c'est une déception des plus ratés, quoi. De manière générale, les acteurs, ça je dis de manière générale, c'est bien. Rihanna, d'un côté, je la trouve moyen en fait. Son jeu d'acteur est moyen parce que d'un côté, elle joue bien quand elle fait un peu son truc badass, mais quand elle ne fait rien, ouais, ok. Quant à son Razzie Award de la pire actrice, je pense que c'est quand même un petit peu exagéré. Moi, je pense que c'est juste comme actrice, elle est moyenne. Je la préfère plus en chanteuse qu'en actrice parce que franchement, voilà quoi.
Après, il y a Liam Neeson, c'est un acteur que j'aime bien. Ici, c'est juste pour faire la gueule. Ouais. Et franchement, les seuls trucs qui m'ont dérangé dans le film, c'est qu'il y a 3 bateaux qui combattent les navettes, alors qu'avec tous les bateaux qu'ils auraient pu avoir, ils auraient pu en mettre toute une armée contre les vaisseaux. Ça aurait été... Enfin, il y aurait beaucoup d'un côté, c'est vrai, il y aurait beaucoup de bateaux qui auraient été détruits, mais au moins, il y aurait beaucoup plus de spectacles. Mais ici, non, il n'y en a que 3 qui combattent 3 navettes. Et le pire, ce sont les aliens. Les aliens, ici, on dirait un mix de Voldemort et de lézard. D'accord. Enfin, mais c'est pas vraiment le truc qui m'a vraiment gêné. Celui qui m'a le plus gêné, ce sont les armures, qui sont des copier-coller du jeu Halo. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Halo, c'est le mec avec l'armure verte, avec son gros fusil, qui doit buter des aliens dans des planètes qui sont très lointaines de la Terre. Donc voilà. Franchement, l'idée de base était originale, mais ils ont tout plaqué à cause de leur manque de passion et de logique, quoi. Voilà, pour moi, Battleship, c'est un peu un film qui avait une bonne intention, mais qui s'est complètement foiré. Voilà pourquoi je le mets en 3ème place. C'est une déception. À part les effets spéciaux et quelques scènes d'action qui restent encore sympas, même un peu la musique, les acteurs aussi. C'est le scénario qui cache tout, donc voilà. Moi, j'ai presque cru que c'était Transformers quand je voyais ce film. Et le deuxième, dans le top 5 de pire film 2012, La colère des titans. Alors franchement, moi qui ai plus ou moins aimé le remake réalisé par Louis Leterrier et aussi le film original, franchement je trouve que ce colère des titans est juste foiré, mais de manière assez anarchique. Pourtant c'est Jonathan Liebesman qui a fait ce film. Moi, il a fait Massacre à la tronçonneuse au commencement, que j'ai déjà critiqué, que j'ai trouvé très moyen, et Battle Los Angeles, ou World Avengers si vous voulez, qui est sympatoche, même si si le scénario ne vaut pas un clou. Mais ici, La colère des titans, c'est souvent le film c'est le plus gros budget que Jonathan Liebesman a eu après Battle Los Angeles. Ici, dans La colère des titans, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ce tournage, mais franchement, quand je vois le résultat final, mais je me demande qu'est-ce qu'il faisait, hein, je sais pas. Mais déjà, la réalisation, elle n'est pas excellente du tout. La réalisation, ressemble plus à une réalisation de direct aux vidéos bas de gamme qu'on en trouve des PLT. Les acteurs, ils sont mauvais, archi mauvais quoi. À part Liam Neeson qui fait son minimum dans le rôle de Zeus, Ralph Fiennes qui est l'ex-Voldemort dans Harry Potter qui fait son possible dans Hades, et Sam Worthington qui essaie de se mettre un peu badass, même si je trouve que ça aurait été mieux s'il arrêtait de gueuler à chaque fois. Mais sinon, de manière générale, les acteurs ils jouent très mauvais, ils jouent comme des pions, voilà, ils jouent super mal. L'histoire, mais c'est sûrement le truc qui m'a le plus gêné. Pour ceux qui se souviennent un peu de la vidéo sur la chronique du Daron qui parlait sur Lockout et La colère des titans. Le Daron avait dit qu'il y avait une scène qui était sur YouTube. C'était une fin alternative où on voyait Persée arriver devant Zeus et qui lui dit tu as voulu me faire du mal, tu as envoyé Kraken pour nous tous nous tuer, et bien tu sais quoi, moi je dis tu n'es pas mon père, tu vas te faire foutre père et basta. Voilà, et après il s'en va avec Pegasus et c'est fini. Voilà, moi je l'ai vu sur internet, franchement je trouve que ça aussi c'est un bon final pour le premier film. Malheureusement voilà, les producteurs sont vraiment des pots de colle, ils ont voulu faire un happy end, mais sauf cet happy end, il est complètement inutile parce que dès la première scène de La colère des titans, on voit quoi, Persée en train d'enterrer Io qui était sa femme, alors qu'elle a été ressuscitée dans le remake. Comment rater l'introduction de la suite?
Franchement, à croire que les producteurs, ils faisaient exprès, je sais pas, mais... Ok, il y a des scènes d'action qui sont sympas, mais voilà, à cause de la réalisation qui franchement me laisse à désirer, je ne sais pas comment dire. Les effets spéciaux, ben, on voit très bien le pixel près que les effets spéciaux sont pourris, donc voilà. Moi, franchement, c'est surtout niveau incohérence du scénario que je ne comprends pas. Et aussi des personnages inutiles. Surtout le cousin de Poséidon. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, mais il ne sert à rien, quoi. Et en plus on dirait un traitement de famille. Mais on s'en fout du traitement de famille. Nous, on veut voir Persée en train de bourriner la gueule à des créatures mythologiques. Comme dans God of War. Donc, je sais pas, mais voilà, quoi. Et surtout que les dieux saignent. Ça, c'est pendant le combat entre Arès et Persée. Là, j'y comprends plus rien. Et en plus qu'après, que Arès meurt vraiment, il se transforme en pierre. À quoi ça sert s'il saigne, s'il se transforme en pierre alors? Bon, j'expliquerai un peu plus ça, plus en détail quand je ferai la critique de ce film, surtout sous les autres. Donc voilà. Voilà pour ce que je dis sur le Call des Titans. C'est une merde, c'est tout. À part les scènes d'action et peut-être quelques acteurs qui s'y mettent, il n'y a rien, quoi. Et enfin, la première place du top 5 du pire film 2012, vous savez ce que c'est? Twilight 5, partie 2, Révélation. Alors, franchement, ce final, j'avais un peu d'espoir pour ce film, après un quatrième volet du plus désastreux, bah ici, le cinquième volet n'est pas mieux, franchement. Les scènes d'action, ils sont sympas, mais ils sont montés avec un marteau-piqueur, c'est pas possible. Les scènes d'action, je ne comprenais rien de ce qui se passait, même si y en a que c'était pas mal, c'est surtout le combat final qui était pas mal. Bah, la réalisation, elle est foirée, mais de manière incroyable. Et en plus, ça continue le truc de oh, je t'aime, oui, moi aussi je t'aime. Allons baiser, oui, très bonne idée. Non, mais on s'en fout de ça. Nous, c'est bien beau de dire qu'il y a une histoire d'amour entre une vampire et une humaine. Mais faites bien ça. Si vous connaissez rien aux vampires, ne mettez pas des vampires. Et si vous n'y connaissez rien aux loups-garous, ne mettez pas des loups-garous. C'est tout. Ou alors, faites des recherches. Faites des recherches au lieu de faire non, on est plutôt pressé. Allez, on va faire une histoire. Donc on va écrire en 2-3 mouvements et le tout est joué. Non mais franchement, vous prenez les gens pour qui, quoi? Vous croyez que ce qu'on voit pour les vampires et pour les loups-garous, on va gober ça à part des filles lobotomisées? C'est n'importe quoi. Franchement, je suis désolé. Et les acteurs, franchement, niveau interprétation des acteurs, j'ai vu pire, quoi. Le Taylor Lautner, à part dans le deuxième film deuxième et le troisième film que ça allait, ben dans le quatrième et son cinquième volet, mais c'est une lopette, c'est pas possible. Et le Robert Pattinson, c'est le seul qui s'en tire le mieux dans toute la saga. Mais par contre, celle qui foire toute sa carrière, et je comprends pas pourquoi elle fait carrière à Hollywood si ce n'est que pour garder une gueule de je m'en foutiste, c'est Kristen Stewart. Franchement, moi, j'aurais plus vu une Emma Stone ou une Kirsten Dunst plutôt qu'une Kristen Stewart, parce que Kristen Stewart, elle n'en a rien à foutre de ce qui se passe, elle est paumée, elle ne sait pas, elle ne sait rien. Ah, ici dans le cinquième volet, il n'y a qu'une seule amélioration. Elle sourit, mais c'est de la merde, mais au moins ça améliore un petit peu. Mais par contre, franchement, comment sont faits les vampires, mais à chaque fois ça change, mais c'est pas possible. D'un côté, ils disent que ce sont des cristaux au premier film, d'autres disent que c'est de la terre dans le deuxième film, d'autres qui disent que c'est encore de la glace ou des pics et des cristaux dans le troisième film, et dans le cinquième volet c'est de la terre. Mais si vous dites que c'est des cristaux que ça a été fait le vampire, mais gardez les cristaux, ne changez pas à chaque fois la composition des vampires, ça ne sert à rien. Et déjà, les vampires qui brillent au soleil, on s'en tape. Les vampires crament au soleil, c'est
Et c'est indéniable, c'est inchangeable. Voilà pourquoi j'ai envie de dire. Je vais expliquer plus ça dans la critique Twilight 5, mais franchement, voilà quoi. Et le truc qui m'a le plus choqué dans ce film, c'est que vous vous souvenez de cette scène où Taylor Lautner, alias Jacko, il va essayer de bouffer le bébé parce qu'il n'est pas content, etc. On s'attendait à quelque chose d'assez gore. Bah malheureusement, eh bien non. Ici, ce qui se passe, c'est que le mec, il va commencer à flasher sur la fille qui n'était encore de Bella et de Edward, qui n'était encore qu'un bébé. Et dans le 5, on la voit déjà toute petite, et celui-ci, il est toujours derrière elle, en train de visiter. Viens par là, viens par là. Non mais ce couple, ça va pas du tout. Un enfant et un ado qui va atteindre l'âge adulte bientôt. Mais c'est n'importe quoi. C'est un couple de pédophiles, c'est pas possible. À part un pédophile, c'est pas possible. Il y avait Stephanie Meyer, je pense que c'était une zoophile, une nécrophile, une conne et aussi une pédophile, c'est pas possible. Franchement, et aussi une sadomasochiste. J'imagine, je ne sais pas comment elle a trouvé ses idées pour son roman, mais j'imagine que ça devait être comme ça. Ah, les vampires brilleront au soleil. Ah, les loups-garous seront des gros loups. Ah oui, et il y aura aussi un couple pédophile. Le bordel, c'est finalement... Non, les vampires, je te le rappelle, ils crament au soleil. Il y a également une maladie où la peau ne résiste pas aux rayons UV. C'est quand même logique, quoi. Et les loups-garous, ils n'ont pas le contrôle de ce qu'ils font. Ce que tu fais là, ce sont des animorphes qui existent déjà dans Harry Potter. Donc, je sais pas, mais à un certain moment, ton originalité, ton truc, tu peux oublier. Et déjà, si tu essayes de transformer je sais pas, des loups-garous en chihuahua, c'est déjà dans Vampire Suck, je te jure quand même que si jamais je te retrouve, je te bute. Bref, vous connaissez déjà mon avis sur Twilight 5. C'est pour moi la grosse bouse de l'année 2012. Et ça m'étonne pas qu'il a été nominé à 7 Razzie Awards donc. Et franchement, n'allez pas voir ce film. Vous, si vous aimez bien... Mais par contre, pour les fans de la saga Twilight, si vous aimez bien la saga Twilight, bah, vous pouvez le voir, mais ce sera juste un simple final, comme il en existe des pelletés, c'est tout. Moi, je suis pas un grand fan de Twilight, je n'ai aimé que le premier film. Le troisième, ça pouvait aller, mais j'étais pas emballé. Et quant au deuxième, quatrième et ce cinquième volet, non quoi, ça ne va pas. Donc, et sachez que dans un registre plus différent, les romans, ça veut dire fascination, tentation, hésitation et révélation, ils ne sont guère mieux. Les romans ne sont guère mieux. Et franchement, le titre Révélation, il n'y a aucune révélation dans tout le film. Qu'est-ce que ça a à voir, franchement? Et voilà, cette vidéo elle est terminée. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. Ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des propositions de films à me donner, des jeux ou des films qui soient bons ou mauvais, pour moi, tous les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en discutera. N'oubliez pas de poser des questions dans vos commentaires si vous en avez. Et n'oubliez pas aussi, si vous venez de découvrir ma chaîne ou alors si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, je vous conseille d'aller voir, même les hors-sujets, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, vous vous doutez bien, ce sera la critique de Die Hard 5, Belle journée pour mourir. Donc, je vous donne rendez-vous pour la critique de ce film, et à la prochaine, et bonne journée. Eh bien, comme première FAQ, ça s'est bien passé. En fait, oui, j'avais oublié un truc, c'était que je voudrais encore vous remercier pour les 1000 vues. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Bon, pourtant, je viens aussi de recevoir mon premier troll. Ça doit être le genre de bisoutage pour les 1000 vues. Ouais. Donc, il m'a juste dit stupide. Ok, stupide. C'est quoi qui est stupide? Je sais pas, c'est la bande dessinée, c'est mon émission, c'est ma façon de critiquer.
c'est quoi? Si tu dis stupide, ça veut dire qu'il y a une raison. Si tu dis par exemple, les veaux ils sont stupides, ça on va peut-être comprendre, mais si tu dis juste stupide, personne va te comprendre. Donc voilà, c'est facile de dire stupide si tu ne connais pas la raison. Donc voilà. Pour cela, je vous donne rendez-vous pour la critique de Die Hard 5 et à la prochaine. Stupide. Il n'y a pas plus pété comme argument.